Alors, François Dedieu, bonjour. Vous êtes sociologue à l'Institut de recherche agronomique, spécialiste des rapports entre organisations et de la production des savoirs dans le domaine des risques. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage récemment paru au Seuil dans la collection Anthropocène qui s'appelle Pesticides, le confort de l'ignorance. Ce travail décrit va nous intéresser beaucoup dans le cadre de Secrets Toxiques parce qu'en fait, il donne une espèce de tableau d'ensemble du sujet sur lequel on travaille, notamment donc la question de l'homologation des pesticides. Vous parlez, ce que vous donnez dans ce livre, en fait, il y a beaucoup de hauteur, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une position d'observateur, on a vraiment un petit peu tous les acteurs et on arrive à voir un petit peu le tableau général qui se dessine autour de la question des pesticides et du sujet qui nous intéresse en tant qu'acteurs de cette campagne. Vous parlez de déni collectif, etc. Donc, sur la question des pesticides, sur leurs dangers, etc. Donc, on va revenir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien dans lequel on va apprendre pas mal de choses. Et déjà, si vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de ce travail, un petit peu comment vous est venue l'idée, comment vous l'avez produit et un petit peu quel a été le processus et ses résultats, quoi. Alors, écoutez, merci infiniment de votre invitation. Moi, je suis ravi d'échanger mes résultats avec vous. Alors, l'origine de ce travail, il remonte à une dizaine d'années maintenant, puisqu'à l'issue de ma thèse, je travaillais déjà sur les risques, mais je travaillais sur la gestion des grandes catastrophes et commençait à émerger à ce moment-là une question en sciences politiques qui était de savoir en fait quels étaient un peu les risques invisibles, c'est-à-dire ceux qui n'arrivaient pas à émerger comme problème public. Et à l'époque, avec mon collègue, donc j'ai fait ma thèse au Centre de sociologie des organisations, et avec mon collègue Olivier Boraz, on avait décidé de travailler dans le cadre d'un post-doctorat, dans le cadre d'un contrat de recherche qu'il a eu avec l'ANSES, qui ne s'appelait pas l'ANSES à l'époque, mais je vous épargne tous les détails, travailler en fait sur les pesticides et sur un risque qui commençait à pointer, qui était lié en fait aux intoxications professionnelles des pesticides sur les travailleurs agricoles, puisqu'on constatait en gros un écart entre ce qui commençait à émerger dans l'espace de la presse et aussi dans la sphère scientifique, c'est-à-dire en fait un certain nombre d'alertes un petit peu préoccupantes sur les effets des pesticides sur la santé des agriculteurs et la non prise en compte à l'époque, même toujours aujourd'hui on y reviendra, de ce problème-là par les pouvoirs publics. C'est en Et quelle donc, année, ça? oh, c'était nous sommes en 2023, c'était en début des années 2010, 2009, 2010, donc il y a un tout petit peu plus de 10 ans. Et donc, dans le cadre de ce projet de recherche, j'ai vite été rejoint Jean-Noël Jouzel, qui venait de rentrer au CNRS. Et voilà, à plusieurs, on a commencé à travailler sur cette problématique, puisque Jean-Noël travaillait déjà sur la santé au travail. Et voilà, et on a commencé à travailler sur ce sujet-là et bien à trois, puis à deux avec Jean-Noël, et puis après encore avec d'autres collègues comme Giovanni Prete qui nous a rejoints, et on a mené ensemble une série d'enquêtes sur cette question-là, c'est-à-dire de savoir pourquoi en fait le risque de la santé au travail avait autant de mal à émerger dans l'espace public, parce qu'encore une fois, je ne vous l'ai pas dit, mais on constatait surtout qu'en fait le problème pesticide était présenté comme un problème environnemental, et notamment sur l'eau. Et les autres compartiments étaient absents, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient l'objet en fait de très peu de préoccupations des pouvoirs publics, encore une fois. Donc pendant 10 ans, on a mené des enquêtes ensemble. Et puis après, une fois qu'on a travaillé un petit peu ensemble, moi j'ai décidé après de m'orienter sur d'autres aspects qui me semblaient aussi importants, comme les filières agricoles, c'est-à-dire pourquoi les agriculteurs étaient aussi dépendants des pesticides. Et voilà, donc on a conduit un grand bout de chemin ensemble, tous les trois, avec Jean-Noël et Giovanni. Et ensuite, après, moi, je me suis orienté sur d'autres sujets. Et donc, en fait, voilà, à l'issue de ces 10 ans de recherche, moi, j'ai fait mon habilitation à diriger les recherches sur cette problématique qu'on appelle la construction sociale de l'ignorance. On y reviendra si vous voulez, c'est-à-dire essayer de comprendre comment, en fait, une partie de ce que l'on ne sait pas correspond plutôt à ce que l'on ne veut pas vraiment savoir. Et ça, c'est un construit social, dans le cas des pesticides, mais aussi dans d'autres problématiques en sciences sociales comme les tabous, par exemple. Les tabous, on peut le considérer aussi comme un construit social qui fabrique de l'ignorance. On ne veut pas savoir un certain nombre de sujets dans la société. Et donc voilà, je suis arrivé à soutenir mon habilitation à diriger les recherches il y a presque 4 ans maintenant. Et j'en ai tiré un ouvrage qui s'appelle donc Pesticides, le confort de l'ignorance. Et en 2 mots, voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est que
dans la régulation des pesticides, régulation dans le sens en fait où la manière dont on essaie de contrôler le risque associé aux pesticides, il n'est pas possible d'observer un certain nombre d'effets, notamment des effets à long terme de la toxicité des pesticides à la fois sur la santé des travailleurs, mais aussi sur l'environnement, puisque, en gros, pour le dire vite, si on en savait trop sur ces dangers-là, on ne pourrait plus utiliser les pesticides. Et si on ne pourrait plus utiliser les pesticides, c'est une partie de l'agriculture française qui s'effondrerait. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai appelé le confort de l'ignorance, c'est-à-dire il vaut mieux pas observer un certain nombre de dangers pour pouvoir maintenir un système très complexe en place qui est en fait un système qui est à la fois réglementaire, c'est-à-dire la manière dont on contrôle les pesticides et la manière dont on utilise les pesticides aujourd'hui dans l'agriculture française. Voilà. Et donc, En cette gros, conclusion, oui, pardon. cette conclusion, en fait, finalement, que vous venez d'évoquer, est-ce qu'elle relève d'une volonté propre de certains acteurs, d'une dynamique globale? Comment, en fait, parce que c'est très fort ce que vous dites là, quand vous dites, oui, en fait, on ne veut pas savoir, parce que si on savait, en fait, on pourrait plus utiliser de pesticides. Comment est-ce parce que ça a une portée scandaleuse, polémique, très importante, ce que vous dites là. Et donc, du coup, comment se construit, en fait, ce fait que vous venez de décrire? Ouais, c'est une excellente question. Alors, on a l'habitude de dire, mais je vais peut-être passer vite là-dessus, on y reviendra, que quand on dit le on, qu'est-ce qu'on désigne par le on? On a toujours l'habitude de penser aux puissants lobbies de l'agro-industrie, qui représente encore 63 milliards de dollars par an, enfin, uniquement sur la partie phyto. Et donc, on pense que, à juste titre, sur un certain nombre de dossiers, si vous voulez, encore une fois, on y reviendra, que ces industriels, en fait, œuvrent dans l'ombre pour évacuer ou en tout cas essayer de masquer, d'amenuiser un certain nombre de dangers qui sont liés aux pesticides. Mais en fait, l'objet de l'ouvrage montre que même si ces manœuvres-là existent bel et bien sur un certain nombre de dossiers, comme le glyphosate, si vous voulez, on y reviendra. Mais pour répondre directement à votre question, je pense qu'en fait, l'analyse socio-historique que j'essaie de mener en partie là, dans l'ouvrage montre que ce on, en fait, finalement, est bien plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt une machinerie réglementaire, administrative et commerciale, et aussi productive, alors ça fait beaucoup de choses, qui s'est mis en place à la fin de la guerre. Et pour vous le dire rapidement, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le législateur français a mis en place en fait une réglementation qui était censée tenir sur deux pieds. D'abord, s'assurer en fait de l'efficacité des pesticides, leur efficacité agronomique, c'est-à-dire garantir aux agriculteurs que ces pesticides-là étaient bien efficaces, puisqu'il y avait à l'époque en fait le souci du législateur, c'était en fait de se battre contre des faux pesticides, des pesticides qui n'étaient pas efficaces, et éviter les effets d'opportunité. Et peu à peu, le législateur a essayé d'intégrer des impératifs environnementaux à partir des années 60 et ça s'est accéléré dans les années 90. Et donc, si vous voulez, en fait, quand on parle de ça, c'est-à-dire de dire pourquoi on en est arrivé là, à ignorer un certain nombre de dangers des pesticides, c'est lié à la manière dont on a conçu et mis en œuvre la réglementation qui est censée garantir l'innocuité des pesticides sur l'homme et sur l'environnement. Et donc, en fait, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur comment on a conçu, c'est-à-dire comment on en arrive là en fait? En fait, pour vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, si vous voulez en fait mesurer les dangers des pesticides sur l'homme, vous calculez deux choses, le danger et l'exposition au risque. Et pour calculer le danger, c'est-à-dire le danger intrinsèque d'une molécule chimique qui rentre dans les corps, vous allez calculer ce qu'on appelle une DL50, une dose létale 50. Et cette dose létale 50, ça veut dire la dose à partir de laquelle cette substance chimique va entraîner des dommages irréversibles dans votre organisme. Mais cette dose létale 50, elle a été inventée dans les années 50 par deux scientifiques très réputés, dont un à l'Académie des sciences, monsieur Truot. Et donc, cette dose létale 50, elle s'est installée progressivement depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui dans la manière dont on contrôle les risques qui sont liés aux pesticides. Mais le problème, c'est que cette dose létale 50, elle a un certain nombre de biais. Elle va mesurer très bien des effets aigus à forte dose, mais elle va très mal estimer
des effets à faible dose à très long terme. Or, on a vu, les progrès de la toxicologie ont montré qu'un certain nombre, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, un certain nombre de produits toxiques étaient plus toxiques à faible dose qu'à haute dose. Donc, en fait, si vous voulez, on a basé une grande partie en fait, de la mesure du risque, notamment sur cette dose létale, qui concerne le volet du danger, sur cette dose létale 50, et on a fait comme si, finalement, elle permettait d'épuiser tous les dangers qui étaient liés aux pesticides, alors même qu'elle a une vision qui est plutôt limitée. Et ben justement, c'est intéressant. Bon, on s'écarte un petit peu du coup de la grille que j'avais prévue au départ, mais c'est intéressant. Comme ça, on va remonter un petit peu le fil de tout ça. Donc, admettons une fois que voilà, on met en place la DL50, on l'utilise, ça marche bien pour certains trucs, et on se rend compte que pour d'autres, ça marche pas. À partir du moment où on se rend compte que pour ces effets à long terme chroniques, ça ne marche pas, on maintient cette méthode. Pour quelle raison? Alors, c'est là où il faut rentrer dans les détails, puisque cette histoire, en fait, le diable se niche dans les détails. Bien, alors, reprenons l'histoire de la dose létale 50 et reprenons l'exemple particulier, puisqu'en fait, vous savez, l'évaluation des pesticides est segmentée en plusieurs secteurs. Vous avez l'alimentation, on essaye de contrôler les risques sur l'alimentation, sur la santé au travail, sur l'environnement, sur une partie des insectes, etc., etc. Bien, prenons uniquement la partie qui est liée à la santé au travail. On va vous dire, finalement, cette dose létale 50, effectivement, elle est peut-être limitée. Mais pour ça, on va inventer un autre dispositif qui est l'évaluation de l'exposition. Et on va dire à l'agriculteur, cette dose-là, elle est pas dangereuse à un certain niveau. Mais néanmoins, si on veut être sûr qu'elle ne soit vraiment pas dangereuse, il faut bien se protéger lorsqu'on utilise les pesticides. OK ? Et c'est ça ce qu'on appelle des mesures de gestion dans l'autorisation, dans l'homologation, qui est la procédure REEN. Là aussi, j'y reviendrai si vous voulez. La procédure REEN, en fait, dans ce système. On va dire à l'agriculteur, il faut mettre un certain nombre de combinaisons de protection pour que non seulement vous soyez exposé à une faible dose, mais peut-être même à aucune dose. D'accord ? Et c'est là où se niche le problème. C'est-à-dire que la réglementation européenne prévoit que le pesticide n'entraîne aucun danger dans des conditions normales ou maintenant réalistes d'utilisation. Mais qu'est-ce qu'on entend par conditions normales ou réalistes d'utilisation? Les régulateurs, c'est-à-dire les agences d'évaluation européennes EFSA ou évaluation française ANSES, vont dire que ces conditions normales sont celles telles que eux les envisagent. Ça veut dire, si on dit il faut utiliser tel pesticide, tel insecticide en arboriculture avec un équipement de protection individuelle, ils vont vous dire c'est ce qui correspond aux conditions normales d'utilisation. Bien. Mais les agriculteurs, lorsqu'on inverse le problème et qu'on se passe du point de vue des agriculteurs, ils vont dire ces conditions ne sont pas réalistes, au contraire. Parce qu'on nous fait mettre des équipements de protection individuelle lorsqu'il fait plus de 30 degrés et ces conditions-là, elles ne peuvent pas être portées. Et donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dans ce dialogue-là de sourds qui n'est jamais résolu que se niche l'ignorance. Ça veut dire que les régulateurs vont dire, mais attendez, cette dose-là, si les agriculteurs portaient bien leurs équipements de protection individuelle, il n'encourrait aucun danger. Et les agriculteurs vont dire, oui, mais ces conditions-là ne sont pas réalistes. Et donc, du coup, on ne peut pas les porter. Et donc, du coup, dans ce dialogue de sourds-là, se niche l'ignorance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment, concrètement, sont exposés les agriculteurs aux pesticides. Donc, je reviens encore une fois. Vous voyez, ce que j'essaye de décrire dans mon livre, c'est que, en fait, les normes, la réglementation fournit aux régulateurs et aussi aux industriels toutes les bonnes raisons d'ignorer un certain nombre de dangers. Et je reviens ici à ma démonstration. C'est-à-dire que des régulateurs comme les industriels vont dire mais attendez, les agriculteurs, s'ils portaient et ils respectaient les consignes d'usage, ils n'encourraient aucun danger. Et les agriculteurs vont dire mais elles ne sont pas réalistes. Voilà. Et donc, dans ce dialogue de sourds, s'entretient une forme d'ignorance qui est liée au fait que finalement, on ne sait pas bien comment les agriculteurs sont exposés concrètement aux pesticides. Et donc, si je veux résumer justement ce que vous venez de dire, parce que là, vous disiez, à la base, on a des méthodes qui ne sont pas adéquates pour mesurer le danger à long terme. Et donc, on y répond en mettant une sorte de surprotection
un petit peu à l'aveugle au final, parce que ce que vous avez bien montré, parce que vous étiez membre de l'étude Pest Expo, c'est de ça dont vous parlez et qui a mis en évidence le fait que les équipements individuels de protection, justement, ne marchent pas pour tout un tas de raisons, parce que leur usage n'est pas réaliste, parce qu'en plus, ils sont pas aussi étanches que ce que les fabricants peuvent bien dire. Enfin bref, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Déjà, en fait, déjà à la base, en fait, moi j'ai le sentiment que déjà la question de répondre à l'absence de possibilité d'évaluer le danger à long terme, de répondre à ça en disant porter des équipements de protection, c'est déjà à la base un pansement sur une jambe de bois. Et ensuite, vous mettez en évidence avec l'étude Pest Expo que vous avez faite le fait que ce pansement n'est même pas un pansement, voire quelque chose qui a tendance à encore plus aggraver la blessure, quoi. Ben, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, comment dire, il y a une incompréhension en fait sur la manière dont sont appliquées les normes. Vous avez raison. Dans le livre, j'ai décrit un cas qui est aussi étudié par mon collègue Jean-Noël, qu'on a appelé l'alerte EPI. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'en fait, les EPI qui étaient recommandés pour l'homologation n'étaient pas efficaces, n'étaient pas étanches aux pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, ils laissaient passer les pesticides. Alors même que le calcul de l'exposition considérait que ces équipements de protection étaient efficaces. Et lorsqu'on démonte le problème, on voit qu'en fait, la faille se nichait dans une complexité de normes européennes liées aux équipements de protection individuelle qui n'avaient jamais mesuré en fait l'étanchéité des équipements de protection individuelle qui étaient recommandés aux agriculteurs. Donc, si vous voulez, on a quelque chose qui est de l'ordre, comment dire, qui est de l'ordre de l'absurde, oui, puisque en fait, on a d'un côté une sophistication incroyable de normes, c'est-à-dire pour un compartiment, on renvoie à une sophistication incroyable de normes, et cette sophistication incroyable laisse croire, ou en tout cas donne à penser que le risque est sous contrôle. Alors même que lorsqu'on regarde à l'inverse, on voit qu'il ne l'est pas. C'est ce qui s'est passé par exemple sur le cas des abeilles, où on a mis 15 ans à essayer de démontrer qu'il y avait un effet, ce qu'on appelle sublétal, sur les abeilles. Et jusque-là, on disait tous les tests toxicologiques qui ont été faits à grande échelle ne montrent rien. Donc, quand on n'observe rien, ça veut dire que la substance est sans danger. Or, il a suffi d'une étude, en partie par mes collègues de l'INRAE, pour montrer qu'il y avait bien un effet à faible dose. Donc, on revient ici sur ce que vous disiez, c'est-à-dire à la fois, on essaye toujours. Alors, c'est pas que les normes ne servent à rien, mais ces normes sont restrictives, c'est-à-dire qu'elles savent, si vous voulez, très peu de choses. Et au lieu de se remettre en question, elles continuent à essayer de creuser le même sillon et donc à savoir toujours plus de choses dans ce petit sillon et de laisser dans l'ombre, en fait, tous les dangers, tous les autres dangers qui sont faits. Si on revient, par exemple, à la toxicologie, on va essayer de creuser encore plus, de savoir quels sont les effets à faible dose, etc., etc. Et on va avoir du mal à s'interroger sur des effets à très long terme, à des faibles doses, parce que cet appareillage réglementaire et scientifique n'est pas équipé pour ça. Et il ne peut pas faire. Alors, attendez, je termine. Je vous en prie. Si vous reprenez, si le diable est dans les détails, si vous interrogez, par exemple, des industriels ou des régulateurs, et vous allez leur dire, mais ces tests toxicologiques regardent très peu les faibles les effets à très long terme, ils vont dire, c'est faux. On va essayer de regarder la cancérigène à 24 mois, par exemple. Les effets toxicologiques à 24 mois. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder les effets chroniques. Mais ça, je veux dire, ces effets à 24 mois ne suffisent pas à épuiser, en fait, tous les effets d'exposition, encore une fois, à 5, 6, 10 ans, 15 ans, que peuvent entraîner les pesticides. Et donc, du coup, là, on rentre dans un autre registre, qui est le registre de la réparation, et non pas dans le registre de l'homologation. Ça va, est-ce que c'est clair? Mais vous voyez, en fait, si vous voulez, démonter cet appareillage est tellement compliqué que il faut vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'astuces pour essayer de repérer où sont les insuffisances. Parce que cet appareillage, encore une fois, et je termine là, est tellement compliqué, renvoie à tellement de normes qu'il entraîne des dilutions de responsabilité. Et puis surtout, il entraîne une forme, de ce que je décris dans le livre, une forme d'illusion du contrôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, finalement, les risques qui sont liés aux pesticides sont tellement sophistiqués qu'ils sont très bien maîtrisés. Alors même, en fait, que cette science réglementaire, dont je vais vous définir si vous voulez, a une vision très limitée de ces dangers-là.
Est-ce que c'est clair? Ah ouais, c'est très clair. Et puis, je vais vous dire que ça m'évoque quand même pas mal de choses parce que on vous parlait des tests chroniques à 24 mois. Alors ici, ils sont faits, nous, justement, notre campagne est basée sur le fait que ces tests chroniques, certes, existent pour les molécules qui sont déclarées comme substances actives des produits, mais pas pour les produits qui sont réellement épandus, qui sont, au moins les 2 tiers du temps, beaucoup plus toxiques enfin, c'est-à-dire que les tests chroniques sont faits sur quelque chose qui n'est jamais utilisé dans la réalité. C'est complètement virtuel, c'est complètement abstrait. Et les produits réellement utilisés avec les autres molécules qui sont mises avec la substance active dont, et justement, ce qui a montré les études à l'origine de notre campagne, c'est que l'intégralité de ces molécules n'est pas forcément déclarée. Et ben au final, cette toxicité, même à 24 mois, n'est même pas connue. Et du coup, je revenais, c'est là quand je voulais intervenir sur cet aspect un petit peu pansement sur une jambe de bois, parce que il y a quand même un mécanisme assez étrange, au sens où du coup, justement, il y a vraiment ce que vous dites au sens de ce qu'on ne veut pas voir, quoi. Oui. Et justement, il y a la création d'un artifice incroyable de sophistication, un appareillage. Sauf que le problème sauf que le problème est simple à la racine et qu'en fait, il est enterré sous un monceau incroyable de mesures de faux semblants, quoi, en fait, en quelque sorte. Bah, c'est-à-dire que, euh, alors, enfin, on peut pas. Là, encore une fois, je pense que l'idée majeure que j'essaye de montrer, c'est que cette science réglementaire, elle est trop limitée. Donc ça, c'est clair. Elle est trop limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas un certain nombre de dangers. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics n'essayent pas d'essayer de faire au mieux en fonction des ressources qu'ils ont. Enfin, il faut tenir les deux bouts de raisonnement. Donc, parce que, encore une fois, c'est là où il faut démonter tout ce que j'appelle, moi, une machinerie réglementaire, administrative et commerciale. Encore une fois, si vous arrivez sur des débats avec les pouvoirs publics, ils vont vous dire, mais si les tests toxicologiques sont insuffisants, on a des dispositifs de surveillance qui permettent de les corriger. Et là, il faut rentrer à démonter les dispositifs de surveillance, de voir aussi quels sont leurs types d'insuffisances, et voir mieux, comme je décris dans le livre, voir montrer comment ces insuffisances passent inaperçues et qu'elles viennent renforcer l'homologation a priori. Quand vous parlez en fait de tests théoriques, c'est exactement ça dont il s'agit. Ce sont des tests qui sont faits avant utilisation. Donc, vous voyez, en fait, il faut pouvoir démonter toute la machine et avec les nuances qui s'imposent, c'est-à-dire de dire, effectivement, elle est limitée, mais de temps en temps, on arrive à avoir un certain nombre de dangers. Encore une fois, ce n'est pas suffisant, etc. Mais justement, cet argument-là, on l'a entendu récemment. Il y avait la directrice des produits réglementés de l'ANSES, Charlotte Grastier, qui était le nouveau directeur de l'ANSES qui était auditionné à l'Assemblée nationale, et Charlotte Grastier a évoqué justement ce contrôle ex post, hein, c'est-à-dire, mais nous, ça nous choque en fait, ça choque tout le monde en fait à Secret Toxique, parce que ça équivaut à dire bon bah on n'a pas moyen d'utiliser les cobayes avant d'utiliser les produits, donc en fait finalement c'est l'extérieur, donc c'est les gens, enfin pour nous on l'entend vraiment comme au final bon bah finalement c'est nous qu'on utilise comme cobayes, quoi. Alors moi je vous pose une question. C'est très simple, il faut regarder les choses de manière scientifique. Combien de produits ont été retirés à partir des dispositifs de surveillance? Ah bah ça voilà. Et combien de tests toxicologiques ont été modifiés en fonction des données de surveillance? Ben, je vous pose la question. Est-ce que lorsqu'on observe un effet de surveillance, c'est ce qui s'est passé sur les abeilles, on va y revenir. Est-ce que lorsqu'on observe un effet dans les réseaux de surveillance indésirables, quelles leçons on en tire pour l'homologation a priori? Je vous donne un exemple. Je n'en sais rien, mais par contre, moi, c'était vraiment sur la question. C'est ça qu'il faut lui rétorquer. Bah, en fait, j'ai même du mal à vous répondre, parce que pour moi, le problème se situe même pas là. C'est-à-dire qu'au sens où si vous rentrez dans les arguments, justement, si on veut utiliser à la limite, qu'il y ait un dispositif de surveillance, ça paraît évidemment indispensable, mais qu'on se base sur ce dispositif du coup, ce dispositif de surveillance, au fond,
si on veut pas mettre à bas le système d'homologation et justement voir que il peut pas tenir debout, il ne peut produire que des résultats qui confirment l'homologation en premier lieu. Parce que à partir du moment où le dispositif de surveillance vient amener au retrait de produits, bah forcément, ça veut dire que l'évaluation en amont est défaillante et que donc, effectivement, il y a cet aspect scandaleux d'utiliser l'extérieur, la biodiversité et les gens comme des cobayes, quoi. Donc, en fait, se baser sur le dispositif de surveillance pour dire c'est comme ça qu'on surveille ne peut aboutir qu'à la confirmation, en fait, du fait que le système marche, quoi. Bah, écoutez, là aussi, il faut adopter, comme nous le disent les régulateurs, la démarche scientifique. Et moi, je vous pose la question. Si on regarde, prenons des cas concrets. Prenons le dernier cas du méthachlore sur le maïs, qu'on retrouve dans les eaux. Bien. Les données de surveillance montrent qu'on retrouve du méthachlore à 3 métabolites extrêmement dangereuses dans les eaux. Bien. Quel est le premier réflexe des régulateurs? La dose est trop forte, on va baisser la dose. D'accord? Bien, on baisse la dose, on en retrouve toujours autant. Donc là, sur ce laps de temps, il s'est passé combien de temps? 10, 15 ans. Je n'ai pas revu depuis quand le méthachlore est commercialisé. Bien. En 10 ans, 8 ans, bon, bref. Cette toxine s'accumule dans les eaux. Bien. L'ANSES dit, elle dépasse toutes les valeurs réglementaires sur les eaux, il faut l'interdire. Donc là, on a un cas de figure où les données de surveillance montrent qu'on ne peut plus utiliser ce pesticide. Qu'est-ce qui se passe? Ça remonte au ministère de l'Agriculture qui dit on va trouver un autre moyen puisqu'il n'existe pas de substitut sur cette substance-là. Alors, pourquoi on fait ça? Mais parce que là, on rentre dans ce que j'ai décrit dans le livre, c'est que la protection de l'environnement n'est que l'œil gauche ou l'œil droit, selon ce que vous voulez, de la gestion des risques. Il faut prendre l'autre partie qui est l'usage des pesticides dans l'agriculture. Et pour le monde agricole, si vous supprimez sur le maïs cette substance-là, ils vont être confrontés à des problèmes très importants. Alors, quittons un peu l'œil gauche, c'est-à-dire l'aspect environnemental, et regardons un peu l'œil droit. Prenons l'exemple des néonicotinoïdes sur les betteraves. Bien, les néonicotinoïdes donc, sont interdites en France depuis la loi sur la biodiversité royale, etc. Bien. Donc, on l'interdit et on la réautorise avec le blanc-seing en fait, de la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili. Bien. Donc, pourquoi on la réautorise? Parce qu'en betterave, en fait, on n'a pas d'autre substitut pour lutter sur ce qu'on appelle en fait la jaunisse. La jaunisse qui est véhiculée par un insecte. Donc, on l'utilise quelques temps pour essayer de trouver un substitut. C'est l'idée. Et là, la Cour de justice européenne dit non, on ne peut pas réautoriser un produit qui a été interdit. Donc, vous allez l'interdire. Et là, les betteraviers, la betterave à sucre, la production de la betterave à sucre française se trouvent face à un problème colossal. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas de solutions chimiques pour lutter contre ce puceron qui vous donne la jaunisse, vous allez vous exposer à une chute de production. Et vous allez vous retrouver, c'est ça le raisonnement qu'il faut bien tenir, face à des concurrences illégales. C'est-à-dire que si vous vous mettez à la place d'un betteravier, il va vous dire, alors on nous supprime un produit qui va nous entraîner une chute de production de 20%, qui va être à nos frais, et pendant ce temps-là, le consommateur français va toujours manger du sucre sur lequel on va traiter aux néonicotinoïdes, parce que les néonicotinoïdes sont bien autorisés ailleurs en Europe, dont en Allemagne, et ailleurs dans le monde, dont au Brésil. Donc on arrive à cette situation parfaitement absurde, et qui se comprend parfaitement du point de vue des agriculteurs, de dire, nous, on nous supprime un produit, mais par contre, on va continuer à acheter, on va se retrouver à une concurrence illégale d'autres gens qui vont pouvoir baisser leur coût de production en utilisant ce produit. Donc vous voyez, en fait, il faut regarder le problème des pesticides avec ces deux yeux-là, l'œil gauche et l'œil droit, et pour regarder en fait que de temps en temps, ces yeux, ils louchent en fait. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver sur une situation qui est parfaitement absurde. D'un côté, il faut protéger l'environnement, mais d'un autre côté, vous allez vous retrouver face à des chutes de production, face à des concurrences illégales, et face même à un danger pour le consommateur. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, si vous défendez en fait une agriculture sans néonicotinoïdes, à consommer en fait des denrées qui sont traités aux néonicotinoïdes. Donc voilà l'absurdité du système. Il faut tenir en fait ces deux raisonnements
pour bien comprendre ce qui se joue dans les pesticides. Si on regarde toutes les choses du point de vue environnemental, effectivement, on ne peut que s'outrager, on peut qu'être scandalisé sur cette agriculture. Mais il faut tenir l'autre raisonnement, c'est-à-dire l'autre raisonnement qui est lié aussi aux usages concrets des pesticides par les agriculteurs. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, et il faut le prendre ce problème à bras-le-corps, c'est que les pesticides pour les agriculteurs, c'est une économie, et ce qui vous permet de faire du rendement, et un gain de travail considérable. Et aujourd'hui, à l'heure où les exploitations ne cessent de s'accroître en taille et ne cessent de se spécialiser, les pesticides vont devenir de plus en plus utilisés, alors même qu'aujourd'hui, l'époque veut qu'on supprime aux producteurs tout un tas de pesticides. Donc, en fait, maintenant, si je reviens ici pour conclure ma démonstration, qui paye les coûts de ce système-là? Ce sont les producteurs. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec de moins en moins de pesticides, sans vraiment bien comprendre pourquoi, puisqu'en fait, ils ont une science réglementaire qui leur dit « vous n'entraînez aucun danger, ces pesticides ne sont pas rémanents, etc., ils n'encourent aucun danger, mais on va vous les supprimer ». Donc, ils se retrouvent dans une situation, eux, totalement absurde, et ils payent les coûts de cette régulation-là. Et donc, en fait, on est dans cette espèce, quand je vous disais, cette espèce de zone d'ombre ou cette zone conflictuelle, etc., sur lequel on essaye de tenir des impératifs économiques et des impératifs environnementaux qui, il faut bien le dire, ont du mal à marcher ensemble. Et d'un côté, les producteurs, et je terminerai là, vont vous dire, mais attendez, ces produits, on les utilise depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, on nous dit qu'ils présentent aucun danger, ni pour nous, ni pour l'environnement, et on nous les supprime du jour au lendemain. Donc les agriculteurs disent, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces réglementations qui servent à rien? Et ils ont raison. Et d'un autre côté, vous allez avoir, en fait, d'autres gens qui viennent du monde associatif ou journalistes et qui ont parfaitement raison aussi de dire mais on peut plus utiliser des pesticides qui sont aussi rémanents sur l'eau. Donc vous voyez, on est sur ce dialogue de sourds entre sur ces deux forces, sur ces deux coalitions-là. Justement, en fait, ça nous emmène en fait sur la question de la possibilité d'un autre modèle agricole, quoi, que ce soit sur le plan économique, environnemental, qui est quelque chose qu'on a pris en compte dès le départ dans la campagne Secret Toxique. Et à la limite, pour lancer un petit peu le sujet-là, je repense pour lancer ce sujet-là, il y a dans la même audition du nouveau directeur d'un l'ANSES et de Charlotte Grastiller, dans la réponse qu'elle a faite à une question qui était posée par Loïc Prudhomme, elle a avancé quelque chose qui, moi, m'a vraiment intéressé. C'est qu'elle a dit quelque chose comme il y a des choix sociétaux à faire. Ah oui. Et en fait, effectivement, Loïc Prudhomme était en train de lui dire, écoutez, parce qu'il y a eu un recours qui a été déposé, la réglementation vous demande de prendre en compte les effets à long terme des produits. Clairement, ça n'est pas fait. Il y a eu un recours au Conseil d'État. Donc, comment est-ce que vous comptez améliorer les méthodes pour l'évaluation du danger à long terme des produits? Et donc, il y a eu tout un tas de réponses, notamment cette histoire du contrôle ex post, qui, forcément, nous fait bondir à chaque fois. Il y a eu d'autres choses, et puis il y a eu à un moment donné, elle dit, il y a des choix sociétaux à faire. Et moi, j'ai vraiment entendu, demandez pas à l'ANSES l'impossible, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas faire des tests, on peut pas. Enfin, voilà. Et quand bien même on aurait des milliards de budget, ça serait complètement irréaliste. Et donc, à un moment donné, il y a une ligne politique à donner qui doit être celle d'un changement de modèle agricole. Et en fait, elle a renvoyé la balle, en fait, finalement, aux députés, ce qui était assez, finalement, assez juste. Et il y a aussi un élément de contexte, et justement, après, je vous laisserai un petit peu répondre et développer, qui peut-être change un peu la donne par rapport à ce qui a pu être connu il y a quelques décennies, c'est que on est dans une situation de crise écologique dans laquelle on est entré. Là, c'est vraiment clair et net pour tout le monde, quoi. C'était sans doute clair. Enfin, je veux dire, que ce soit pour le climat avec le rapport Meadows ou que ce soit l'alerte de Rachel Carson sur le DDT qui montrait déjà en fait tout ça, c'est assez frappant. 63, quoi. Donc ça fait effectivement, ça fait plus de 50 ans. 60 même. 60, du coup, ouais, 60, ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une situation, ils annonçaient un drame, là, on est dans le drame. Enfin, on a montré 80% des insectes en moins en 30 ans en Europe, le nombre de maladies chroniques qui explose. Enfin, on est en train vraiment de vivre un moment de grande tension, de crise, en fait. Et on se rend compte que la fuite en avant
Il y a pas mal de gens qui se disent de toute façon, du coup, tout ça va s'écrouler tout seul. Mais en fait, non, il y a la fuite en avant est toujours possible parce que justement, la tendance, elle est plutôt à la concentration des terres et donc, du coup, au maintien d'une agriculture qui repose essentiellement sur la chimie. Elle est également au développement de solutions techniques un peu farfelues, des fois un peu fofolles, qui vont jusqu'à la géo-ingénierie, des fois, le développement du génie génétique. Enfin, il y aura toujours de nouvelles trouvailles, finalement, pour continuer cette fuite en avant. Et finalement, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que ce nouveau contexte de crise écologique peut aider à sortir du confort de l'ignorance et d'aller vers ces questions qui disent, bon, bah, en fait, ce système ne peut pas tenir debout. Alors, merci. Alors, je vais prendre aussi un petit peu de temps pour le développer parce que je pense que là, on est au cœur du sujet. Et, alors, moi, d'abord, je partage totalement votre préoccupation sur la crise écologique. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise écologique dont on commence vraiment à voir les effets. Vous avez évoqué la biodiversité qui est objectivée maintenant depuis 5 ans. Les effets sont plus que dramatiques. On ne mesure pas encore tous ces effets. On a la crise de l'eau qui arrive, qui va être une crise majeure pour l'agriculture et qui va entraîner des situations de conflit qu'on commence à voir apparaître et qui vont que s'intensifier et qui, enfin, moi, à titre personnel, me préoccupe beaucoup. Bon, bref, les maladies chroniques, etc. Donc, vous avez raison. La question, c'est de dire, mais finalement, pourquoi on n'agit pas? Et c'est là qu'on arrive, en fait, sur ce que j'ai essayé de vous montrer, enfin, dans ce que j'essaie de montrer dans le livre sur les pesticides, c'est qu'on a affaire, en fait, à une forme de déni, un déni collectif particulier qui est ce que j'ai appelé un déni organisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, dans le cas des pesticides, ce problème-là si on ne raisonne pas en termes de système. Système, c'est comment le définir? C'est-à-dire que dans la tradition sociologique auquel j'appartiens, on a l'habitude de montrer qu'en fait les politiques publiques ne dépendent pas d'un ou deux acteurs ou de trois acteurs, mais d'une multitude d'acteurs en fait, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comprendre les choses. On va revenir, je vais essayer de vous montrer comment ce système fonctionne en reprenant en fait les arguments en fait de l'ANSES. L'audition de l'ANSES que vous avez eue, elle témoigne bien de cet effet. C'est-à-dire, l'ANSES, effectivement, n'est pas responsable des tests toxicologiques. Ils sont faits au niveau de l'EFSA. Donc, l'ANSES ne fait qu'appliquer ce qu'on appelle les documents guides qui sont produits au niveau européen. C'est-à-dire que la réglementation européenne prévoit que ce soit fait en fait entre les différents États membres. Et donc, il nécessite de se mettre d'accord à 25 sur ces tests toxicologiques. Donc, l'ANSES ne fait qu'appliquer ça. Donc, l'ANSES est accusé d'avoir une vision restrictive, mais ils vont se dire, finalement, on essaie de faire au mieux à notre niveau avec la surveillance ex post, mais en fait, les tests toxicologiques, leur fondation ne dépendent pas de nous. Les modèles d'exposition qu'on utilise ne dépendent pas de nous, ils sont faits au niveau européen. Et ils ont raison. Mais alors, si vous voulez, on arrive sur ça, c'est-à-dire vous allez avoir en fait l'ANSES qui dépend de l'EFSA, et l'ANSES, dans la réglementation, va dépendre aussi et du ministère de l'Agriculture et des filières agricoles. Comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire de dire que lorsqu'on utilise un pesticide, il va falloir vous assurer son innocuité pour l'environnement et aussi pour l'agriculture française. Donc, aujourd'hui, on revient à ça. Vous avez une combinaison de logiques d'action entre l'EFSA, l'ANSES, le ministère de l'Agriculture, les filières agricoles, les syndicats et l'économie française, on peut remonter jusqu'aux consommateurs. Et tous ces acteurs-là agissent, même s'ils ne sont pas en contact entre eux, sont plus ou moins interdépendants et forment un système. Je vais vous donner un exemple, le deuxième exemple qui traduit bien cet effet système. Si on reprend finalement les pesticides, pourquoi les agriculteurs les utilisent? Je vous l'ai dit, parce que ça fait gagner du temps, c'est moins cher. Mais surtout, ça répond au cahier des charges commerciaux qu'on leur impose. Si on prend l'exemple, par exemple, des pommes, on vous allait dire, si vous voulez en fait vendre vos pommes sur le marché, il faut répondre à un certain nombre de critères qui sont établis par les marchés commerciaux, des grandes surfaces, mais aussi à l'export. C'est-à-dire des critères de fermeté, de couleur surtout, de visuel, de calibre, etc., etc. Il y a un certain nombre de couleurs. Bon. Les pesticides, ils servent à ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre une pomme, une Granny, une Gala ou une Pink Lady si elles ont ce qu'on appelle une tache de tavelure, qui est la maladie la plus réputée, qui est la plus répandue, en France. Bien, aujourd'hui, vous pouvez lutter contre tavelure uniquement avec ce qu'on appelle des fongicides. Des fongicides, en plus, dits préventifs, qu'il faut appliquer avant que la pluie n'apparaisse. Bien.
Mais pourquoi? Alors, donc, si on remonte après la chaîne, ce cahier des charges, il remonte à quoi? C'est la grande surface, les grandes surfaces qui les font. Pourquoi ils les font comme ça? Parce qu'ils vont se baser sur les préférences des consommateurs qui veulent avoir des pommes de différentes couleurs, de différents calibres et d'un visu impeccable. Donc, on ne peut pas, vous voyez comment on passe de l'ANSES au producteur jusqu'au consommateur. Il s'agit de raisonner le problème comme une chaîne d'interdépendance, plus ou moins directe, entre tous ces acteurs-là. Alors maintenant, on revient c'est ce qu'on appelle les choix sociétaux. Qu'est-ce qu'on entend derrière cette formule vague? C'est-à-dire, il faut changer d'agriculture, mais comment on fait? Alors, il y a plusieurs. Là, vous voyez bien qu'on est passé du problème de la toxicologie réglementaire à changer d'agriculture. Et effectivement, moi, ce que j'ai écrit dans le livre, c'est qu'on sortira de l'ignorance, non pas par la science, contrairement à ce que certains peuvent nous dire, c'est-à-dire avoir plus d'études épidémiologiques, etc. Je pense que ça ne résoudra pas le problème, en fait. Ce qui résoudra le problème, c'est de baisser drastiquement le nombre de molécules qui rentrent sur le marché. Parce que le nombre de molécules en présence est tellement important qu'on va toujours s'épuiser à trouver des causalités. Et ça, soit l'épidémiologie, la toxicologie, vont toujours s'épuiser à trouver, en fait, les causalités précises d'une famille chimique précise, même si on peut y arriver. Hein. Mais en tout cas, il faudra toujours des années pour pouvoir trouver en fait des relations de cause à effet essentielles ou des corrélations directes, comme diraient les épidémiologistes, sur ces molécules-là. Il faut baisser le nombre de molécules et on revient à cet effet systémique. Pour baisser le nombre de molécules, aujourd'hui, il existe un grand nombre de solutions, dont la génétique, par exemple, et je ne parle pas des OGM, qui permettrait, par exemple, dans les pommes, de produire des pommes qui sont bien moins consommatrices en pesticides. Hein, par exemple, des pommes qui sont résistantes naturellement par un croisement de gènes à cette maladie dont je vous ai parlé, la tavelure, et donc qui permettrait de faire baisser à peu près de 60% l'usage des pesticides sur cette filière. Vous vous rendez compte, c'est pas rien. Hein. Mais la question pour les producteurs, c'est, les producteurs me l'ont dit, nous on veut bien la produire, mais est-ce qu'elle va se vendre? Donc, comment on s'assure à des gens à des producteurs qui ont 80 90 hectares, qui plantent un verger pour 15 ans et qui vont investir 150 000 ou 200 000 euros, on va leur garantir que ces pommes économes en pesticides vont trouver des débouchés commerciaux. Donc, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, le changement climatique est important. Oui, il faut le prendre à bras-le-corps. Mais vous voyez bien qu'en fait, il ne s'agit pas de dire il faut changer d'agriculture. Oui, mais comment? Le bio représente uniquement 10% de la surface agricole commune en France, uniquement. Donc, on est sur une niche. Donc, comment on change tout ces 90-80% en fait d'agriculture conventionnelle? Il faut trouver les bons leviers et garantir aux agriculteurs qui ont autant investi la pérennité commerciale de produits plus économes en pesticides. Et là, du coup, vous allez avoir un effet en chaîne qui va nous ramener à notre problème initial, la toxicologie réglementaire. Pour le dire très vite, plus vous allez baisser la pression sur les évaluateurs du risque, puisque comme je décris dans mon livre, le problème des évaluateurs du risque qui sont débordés par le nombre de dossiers qu'ils doivent en fait évaluer, plus vous allez baisser cette pression-là, plus ils auront de temps pour essayer de s'assurer que les tests toxicologiques sont viables ou en tout cas correspondent à des conditions normales telles que l'envisagent les agriculteurs. Vous allez leur baisser la pression sur l'évaluation du risque et vous allez baisser la pression aussi sur les producteurs qui auront moins besoin de ces produits chimiques, hein, parce qu'au passage, les agriculteurs ne les utilisent pas par idéologie, comme certains veulent nous faire croire, ou par routinisation. Hein. Les agriculteurs sont très intelligents, voient très bien ce qu'ils font, etc. Et donc, du coup, ils seront parfaitement prêts à utiliser moins de pesticides, mais à condition qu'en fait, les produits qu'ils font ont une viabilité économique. Donc là, on ouvre encore une fois, juste pour terminer, la question de la transition écologique en agriculture. Et encore une fois, il existe beaucoup de leviers, ce sont des leviers financiers au niveau de la PAC. Il existe des leviers techniques qu'on étudie nous à l'INRAE. Il existe des leviers organisationnels aussi, sur lesquels on peut essayer de regarder comment accompagner les agriculteurs. Et moi, je pense qu'on pourrait déjà commencer par montrer qu'un certain nombre de plans publics qui sont faits pour baisser l'usage des pesticides, le plan Ecophyto, mis en place en 2007, censé réduire l'usage de 50% de l'usage des pesticides, qui n'a absolument pas fonctionné, ce qui est tout sauf un hasard,
puisque le plan Éco-Phyto regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, de manière un peu naïve, pour dire, en fait, mais finalement, aux agriculteurs, on va vous expliquer comment mettre moins de pesticides sur vos champs, alors que les agriculteurs sont bien au fait de la manière dont économiser les pesticides. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est donc, encore une fois, et je terminerai là, il faut envisager les choses comme un système global. Et quand l'ANSES vous dit que c'est un choix sociétal, ils ont raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Ça veut dire qu'il faut prendre les choses par le bon bout pour pouvoir baisser la pression des pesticides et rendre notre agriculture un petit peu moins dépendante aux pesticides. Ce sur quoi, finalement, tout le monde est assez d'accord. Mais dans le système actuel, on ne sait pas comment faire. Comme vous l'avez très bien dit, les exploitations augmentent, les spécialisations augmentent, et tout ça entraîne, plus vous allez avoir d'hectares, plus vous allez utiliser les pesticides, hein, pour le dire rapidement. Puisqu'en fait, ça s'inscrit en fait dans une forme d'agriculture industrielle, dans une division du travail. Donc, non seulement vous avez besoin d'un pesticide, mais de plusieurs pour lutter contre la même maladie. Mais justement, je vais rebondir je vais rebondir en partant de ce que vous avez dit sur la pomme, l'histoire de la pomme qui du coup devient résistante à la tavelure. Nous, forcément, à Secret Toxique, on va avoir tendance à se méfier de ce genre de solution parce que pour plusieurs raisons en fait. Déjà une raison un peu technique, c'est tout simplement l'effet rebond quoi. Parce que le nombre de technologies qui ont été présentées comme des solutions à tout, qui au final en fait se révèlent être encore plus, non seulement ne font pas disparaître l'usage problématique de départ, mais en plus ont tendance à l'aggraver, c'est quelque chose qui s'observe quand même assez systématiquement. Et sans rentrer dans le détail, je pense qu'on pourrait imaginer facilement 4 ou 5 scénarios dans lesquels ce serait ça qui se passerait avec ça. Nous, on aura plutôt tendance à répondre sur la question. Moi, j'aime pas le mot sociétal. Déjà, je trouve qu'il veut rien dire. On parle de social, point barre. Et du coup, la question, en réalité, elle est sociale. Vous parlez, et elle se résout justement. Vous parliez de votre tradition sociologique qui fait référence un petit peu à Durkheim, au final. Et en bon durkheimien, on sait que le tout est plus que la somme de ses parties, ce qui marche aussi pour les pesticides, d'ailleurs. Et donc, et aussi que le social se résout par le social. Et partant de ce principe-là, en fait, vous dites, je pense à votre histoire de pommes, le consommateur veut ceci, veut cela. Enfin, le consommateur aussi, à un moment donné, il a besoin de manger, quoi. Donc, il arbitre ses choix et il prendra ce qu'il y a aussi à un moment donné. Et le législateur peut avoir un rôle là-dessus. Il peut y avoir une régulation, parce que là, on est dans une logique justement de marché absolument libre, où on fait rentrer toutes les pommes sans aucune condition, etc. De toute façon, car la concurrence entre les pommes va faire baisser les prix, permettre l'accès, etc., etc. Et là, j'en viens du coup à des travaux plus généraux. On avait eu l'occasion de discuter avec Xavier Poux, qui a fait un magnifique travail de modélisation de ce que pourrait être une Europe complètement agroécologique en 2050, et qui montre très très bien que c'est pas qu'une question de production, cette histoire-là. Et justement, c'est une question sociale à prendre dans son ensemble. Est-ce que on peut avoir une Europe complètement agroécologique? Il y a quand même eu des grosses avancées du point de vue des techniques, etc. Il y a un savoir exceptionnel sur ce sujet-là. Et du coup, c'est quelque chose de possible, modulo un certain nombre de modifications drastique de la consommation. Drastique, ça dépend ce que vous trouvez le plus drastique entre la disparition de tous les insectes et le développement des cancers et le fait d'avoir 3 pommes qui ont peut-être un peu de tavelure sur la peau, quoi. Il y a drastique et drastique, quoi, si vous voulez. Et donc, du coup, il y a effectivement au niveau de la production des changements de pratiques, mais aussi du point de vue des réseaux de distribution des produits et également effectivement de la consommation, mais il faut pas non plus tomber dans la caricature. Comme déjà ce qui décrit, c'est loin de la caricature auquel les écolos veulent tous nous faire bouffer du gazon. Et ensuite, on a quand même un régime alimentaire dans ce qu'il propose qui est assez varié et qui personnellement moi me satisferait très bien. J'aurais pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. Et en plus de ça, ce qu'il disait, c'est que de toute façon, en fait, des injonctions sur la manière de manger, il y en existe. C'est juste qu'elles prennent une forme différente aujourd'hui par la publicité, par le subventionnement d'un certain type d'agriculture, etc., etc. Donc, on se retrouve en fait dans la question des choix politiques. Et voilà, disons que nous, ce qui compte à Secret Toxique, c'est justement de ramener le débat sur ces questions-là, en fait, et d'arrêter de se battre sur la meilleure manière d'évaluer des trucs pas évaluables.
Non, mais alors, vous avez raison de vous méfier du tout technologique. C'est-à-dire, la technologie ne va pas nous sauver de tout. Néanmoins, moi, c'est pas exactement ce que je dis. Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense qu'il faut raisonner le problème comme une chaîne de problèmes. Et il faut considérer, en fait, tous les éléments de cette chaîne-là. Et dans les éléments de cette chaîne-là, moi, et effectivement, le rapport auquel vous faites allusion, il est très intéressant. Mais je veux dire, c'est un horizon. Maintenant, comment on arrive à cet horizon-là? C'est ça la question du comment à court, moyen et long terme. Mais la question du court terme, comment on engage ça? Avec quel type de financement? Encore une fois, moi, je pense que, honnêtement, quand vous le dites, mais d'ailleurs, vous le dites un peu en filigrane, c'est-à-dire ce qui manque dans la manière dont on considère les choses, c'est comment on implique le consommateur là-dedans. Alors, on va me dire, à chaque fois, on me dit la même chose, si on remet les choses au consommateur, on va lui faire porter la responsabilité et on va dédouaner les industriels. C'est pas du tout ce que je dis. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est comment on raisonne le problème en chaîne. C'est-à-dire, comment, à court terme, on essaye d'arriver à cet horizon-là. C'est-à-dire, comment, à court terme, on essaye de rendre les exploitations moins grandes, moins spécialisées. Est-ce que c'est possible? Comment? Dans quelle mesure? Quel est le meilleur levier? Est-ce que c'est le levier financier? Je pense, oui, en partie. Comme moi l'a montré le rapport de la Fondation Hulot, hein, sur les aides publiques qui entretiennent de la PAC, les 9 milliards de la PAC qui vont toujours aux plus grandes exploitations, donc qui encouragent en partie cette course. Est-ce que c'est le consommateur? Comment on garantit aux agriculteurs la possibilité de vivre et de rentabiliser les investissements forts qu'ils ont faits comme ça? Est-ce que c'est des subventions publiques ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce qu'on récupère ça sur le prix des denrées alimentaires? Donc, vous voyez, il faut ouvrir toute la boîte de ces questions-là parce que vous avez raison. Mais si vous voulez, on est souvent dans ces histoires-là dans des débats un peu théoriques. Ça veut dire qu'on arrive en disant il faudrait augmenter le bio. Très bien. Mais alors, si on regarde comment augmenter le bio, on voit qu'il y a un certain nombre de freins sur la maîtrise des prix du bio, contre la maîtrise du prix du conventionnel, qui est eux-mêmes, le prix aujourd'hui pour les consommateurs est un problème, etc. Donc, il n'y a pas de solution magique. Moi, ce que je pense, c'est que la question, il faut savoir de dire comment on amorce cette transition-là, puisqu'il est, comme vous l'avez dit, il est urgent de l'engager, mais il faut l'amorcer avec tous les éléments de la chaîne. Et il suffit pas de dire il faut des choix politiques. Oui, il faut des choix politiques, évidemment. Mais faut-il que ces choix politiques-là, ils soient basés sur le bon diagnostic. Et on pourra très bien dire au ministre de l'Agriculture qu'il faut avoir 100% de bio d'ici 4 ans. Il pourra signer même des papiers pour vous le dire et il le fera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut sortir de cette ornière-là. Il faut poser tout le problème et tout le problème de la chaîne, encore une fois, de l'EFSA jusqu'au consommateur. Parce que si on parle d'ignorance, vous voyez comme on a évolué dans le problème. Hein, on est passé à peu près dans tout. Mais c'est pas un fourre-tout, n'importe quoi. C'est qu'en fait, quand vous dites la société, ce qu'a peut apporter la sociologie, de montrer justement comment tout se tient d'une certaine manière. La consommation tient l'homologation des pesticides d'une certaine manière. Vous voyez? Donc, encore une fois, moi, je suis d'accord avec toutes ces solutions-là. Mais par contre, néanmoins, maintenant, il faut savoir de manière pratique comment on fait. Et je pense que, modestement, alors même si il faut se méfier de la technique, mais une partie de la technologie, des technologies qui sont développées dans la recherche agronomique peuvent apporter des solutions. Maintenant, il faut comprendre comment les filières agricoles peuvent s'en saisir ou pas, dans quelle mesure. Ouais, ça c'est un vaste défi parce que du coup c'est à ce sujet-là qu'il faut et moi j'ajouterais juste si vous me permettez une autre dimension. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on est dans un débat qui est tellement polarisé qui nous empêche de voir les choses. Alors en ce moment depuis novembre, depuis la sortie du livre, j'échange beaucoup avec des acteurs différents et on voit bien qu'en fait les choses sont totalement polarisées. Entre d'un côté, on nous dit il suffit de faire de la bio ou il suffit de changer les modes d'alimentation, et de l'autre côté de dire mais attendez, comment vous voulez qu'on fasse alors qu'il va falloir nourrir un grand nombre d'individus sur la planète, tous ces arguments qu'on entend en boucle, etc. Et ces deux positions sont tellement polarisées que finalement elles jouent la même partition, celle de l'inaction. Alors même qu'il faudrait pouvoir inventer un dispositif, et ça je pense que c'est au pouvoir public de le faire, qui pense une planification à court, moyen et long terme de là où on veut arriver. Et je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de
de nécessairement théorique ou évanescent. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir, honnêtement, avec un certain nombre de dispositifs, comment changer de modèle d'agriculture, mais avec les industriels, avec les agriculteurs, et pas les bons et les méchants, avec une grande partie des gens qui essayent de faire au mieux. Moi, ce qui m'avait surpris dans mon enquête, et ce qui est intéressant, des gens qui essayent de faire au mieux dans leur position. Ça, justement, c'est ouais, il y a deux grands défis. Il y a deux grands défis là dans ce que vous dites que je vois là immédiatement. C'est le premier d'avoir des pouvoirs publics Oui. qui font autre chose qu'accueillir des opposants à coups de quad, à coups de gendarmes perchés sur des quads de LBD et de balancer des milliers de grenades lacrymogènes sur des gens qui essayent de faire une ronde autour d'une bassine, quoi. Disons que là, on a besoin de pouvoirs publics qui soient capables de créer les conditions de ce débat. Et on a aussi un autre défi qui est en fait de faire se parler, en gros, des gens de la Conf et des gens de la FNSEA. Parce que en fait, si jamais ces gens-là se parlent pas, c'est pas vous, moi, etc., qui allons pouvoir justement développer ces solutions pratiques. Et donc en fait, mais peut-être que justement dans le cadre du travail sociologique, il y a vraiment un enjeu réel pratique et concret qui est en fait de trouver les leviers pour créer les conditions pour faire face à ces deux choses-là. J'imagine que c'est exactement ce qui vous obsède et ce que vous cherchez à faire, quoi. Ben moi, modestement, parce que, comme vous l'avez dit, en fait, quand on fait ce type d'analyse, on a une position de surplomb et qui, des fois, passe pour une position de donneur de leçons. C'est pas exactement ce que j'essaye de faire. C'est pas, pas exactement, c'est pas ce que j'essaye de faire. En fait, ce qui me semble plutôt important, c'est de tirer les leçons de notre analyse. C'est-à-dire d'essayer de transformer ce qu'on observe dans notre analyse en capacité d'action. Et donc, du coup, encore une fois, si on revient sur le problème de l'ignorance et des limites de la science réglementaire, je pense que les limites de la science réglementaire pourront être résolues si on voit une autre forme d'agriculture. Donc, en fait, effectivement, je pense que vous avez raison. Moi, j'ai pas toutes les solutions, bien sûr que non. Modestement, j'essaye de dire, voilà ce que j'ai observé depuis 10 ans et voilà où me semblent être les problèmes. Et ce sont des problèmes, comme j'essayais de vous le dire, interconnectés, plus ou moins directement. Et donc, du coup, comment faire? Ben, effectivement, je pense que c'est là, pour le coup, au pouvoir public, d'organiser les conditions d'un dialogue qui est nécessairement conflictuel, mais je ne pense pas qu'il faille avoir peur de ça, nécessairement conflictuel, pour dire il faut faire ses choix et où est-ce qu'on va. Et encore une fois, comment on accompagne les agriculteurs, comment on les sort de cette ornière, parce que là aussi, je voudrais insister sur ce point-là, ce sont les producteurs qui payent le coût de ces systèmes-là. Et ils le payent le coût de manière... Toute la violence qui commence à s'exprimer, c'est là-dessus, c'est sur ces incompréhensions aussi. Donc, il faut les réintroduire dedans. Il faut aussi réintroduire la FNSA et éviter ces positions polarisées, puisque là, aujourd'hui, moi, ce qui m'épate, si vous regardez les derniers débats, hein, notamment les prises de position du ministère, de la FNSEA, c'est qu'on revient dans une position dure des choses, de dire on a besoin des pesticides et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc, je pense pas que... Et du coup, ça va redurcir les positions en face, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette position? Comme vous le dites, on n'en est plus là, on ne doit plus en être là. Et donc, du coup, voilà, créer ces conditions de dialogue. Mais une fois qu'on a dit ça, là aussi, c'est un peu théorique. Mais encore une fois, il existe des dispositifs sous les formats des conventions citoyennes ou autres. Il existe aujourd'hui des possibilités de débat dans la société d'aujourd'hui de la connaissance sur lequel chaque citoyen a la possibilité de s'informer sur un grand nombre de problèmes complexes. Et puis il y a un enjeu, il y a quand même, il y a pas mal d'outils. Après, il y a aussi ce genre de choses résout aussi dans la création d'un rapport de force politique. Et puis, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir des dispositifs où les gens gardent à l'esprit quand même qu'à la base on fait la paix avec ses ennemis. Je vais pas abuser de votre temps. Peut-être pour conclure, juste histoire de boucler la boucle. Vous avez parlé du besoin de la science, il y a pas justement à un moment donné là dans notre échange. Il y a quand même un endroit où on a besoin de la science justement, et c'est un petit peu notre idée, hein, à Secret Toxique, c'est de dire ramenons en fait, pour avoir ce débat-là, en fait, déjà, une des conditions nécessaires, pas suffisantes, hein, mais une des conditions nécessaires de ce débat-là, c'est d'avoir des informations, c'est-à-dire que du coup, le débat soit pas biaisé par une sous-évaluation chronique de la toxicité chronique des pesticides. Et en fait, finalement,
Si on cherche à monter un peu en généralité, il s'agit d'opérer un rapprochement entre la science réglementaire et la science tout court. Moi, je pense à un truc tout bête, par exemple, qui m'a pas mal frappé. Il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, le règlement demande de prouver une absence, ce qui déjà sur le plan épistémologique ne peut pas marcher. Après, bon, on peut y mettre plus ou moins de bonne volonté dans l'application de ce truc-là. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est foutu d'avance, mais du coup, ça crée un contexte un peu inconfortable. Ensuite, il y a ça va me revenir. Ouais. Il y avait mince. Oui, la réfutabilité aussi. La réfutabilité. C'est-à-dire qu'un énoncé, c'est Poppers, quoi. Genre, un énoncé est scientifique à partir du moment où il est réfutable. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de refaire l'expérience et soit d'aboutir aux mêmes conclusions, soit d'aboutir à des conclusions différentes et de trouver les conditions, en fait, de ça. C'est une gageure d'obtenir des données brutes sur les produits. D'avoir ne serait-ce que la liste des ingrédients déclarés des produits, c'est possible pour certaines formulations depuis 2 ou 3 ans, et alors je vous dis pas comme on rame là en ce moment. Et en fait, du coup, dans ces conditions-là, je vois pas comment on peut appeler science réglementaire science, parce que la réfutabilité est impossible. Donc en fait, il y a tout un tas de critères comme ça sur lesquels on peut appuyer en attaquant finalement le sérieux de la science réglementaire et en cherchant à la faire se rapprocher de la science tout court, et donc des pratiques scientifiques qui en elles-mêmes sont pas absolues, pures et parfaites, hein, mais qui permettent déjà d'obtenir des discours qui sont plus proches de la vérité que les pratiques de la science réglementaire. Donc, à quel moment justement cette stratégie-là, elle peut être gagnante? Comment est-ce qu'elle vous paraît possible au vu des analyses que vous avez, et comment on peut arriver jusqu'où on peut tendre vers cette chose-là? Alors, c'est encore une fois un problème à tiroir. Et il y a plusieurs choses. Alors, oui, je pense qu'il y a besoin de plus de transparence au niveau de l'EFSA et des données sur lesquelles s'appuie l'EFSA. Ça, c'est indéniable. 2, la science réglementaire, ce n'est pas de la science académique. C'est différents types de sciences. Et un des grands amalgames d'un certain nombre d'acteurs comme les régulateurs ou les industriels, c'est de dire la science réglementaire, c'est la science. Non. C'est une forme de science très particulière qui a été inventée justement pour pouvoir pour obéir à une finalité précise avec des contraintes précises, des contraintes réglementaires, des contraintes de temps, des contraintes organisationnelles, etc. Donc ça, c'est la science réglementaire. La science académique n'a pas la même temporalité, n'a pas le même processus de peer review, même si la science réglementaire s'appuie sur un processus de peer review, etc. Mais c'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a des progrès à faire sur la transparence des dossiers d'homologation, ça c'est certain, ça c'est évident. Et je pense, mais par contre, je pense qu'il est important pour vous à prendre en compte, c'est que plus les régulateurs seront attaqués, moins ils diffuseront leur dossier. Ce que j'ai moi observé, c'est-à-dire qu'on observe des aspects de rigidité très fortes face aux attaques en fait des régulateurs. Donc là aussi, même si ça obéit pas tout, et là aussi il faut pas être dans la pensée magique, mais je pense que là aussi il faudrait retrouver une forme de dialogue avec les régulateurs pour dire ouvrons un peu les choses, etc. Bon, ça c'est la première chose. Par contre, moi ce qui me semble important dans cet aspect scientifique, c'est 2 choses. C'est la première chose, c'est d'équiper les agences d'évaluation de véritables outils d'investigation, c'est-à-dire qu'ils aient les capacités financières et organisationnelles de mener eux-mêmes leurs propres recherches. L'EFSA comme l'ANSES ont été des agences qui ont été créées pour pouvoir en fait évaluer la conformité des tests toxicologiques qui leur sont soumis par les industriels. Et pour vous le dire vite, finalement, ils vont essayer de regarder la conformité de ces tests-là aux normes réglementaires et aux documents guides. Bien, mais souvent, ils observent qu'il y a une conformité, puisque pour la simple et bonne raison que les industriels se calent aussi tout le processus de recherche et développement sur ces normes-là. Donc, il en serait autrement si les agences
disposer en fait d'outils d'investigation et de capacités d'investigation bien plus importantes, qui puissent leur faire essayer d'engager des propres recherches à eux pour voir en fait finalement quelle serait la volatilité d'une molécule ou son taux de transfert dans les eaux avec des recherches un petit peu plus poussées qu'ils auraient à leurs mains. Donc ça serait, je pense, une manière de rééquilibrer, doter les agences en fait de nouvelles capacités d'investigation scientifique, capacités d'expertise, qui puissent en fait leur permettre de sortir un peu du joug de ces normes réglementaires et des tests toxicologiques qui leur sont remis. Et puis la troisième chose, c'est la recherche académique. Je pense, mais là, encore une fois, on s'éloigne d'autre chose, mais on voit bien qu'en fait, une partie des savoirs inconfortables qui sont produits, c'est lorsqu'en fait, des chercheurs académiques, qui sont pas nécessairement critiques vis-à-vis de la science réglementaire d'ailleurs, hein, un grand nombre de chercheurs académiques sont d'accord avec les conclusions qui sont produites par la science réglementaire, hein, en témoignent en fait tous les comités d'experts qui sont faits au niveau de l'EFSA et de l'ANSES, mais la recherche académique, qui elle est indépendante, mais qui est sous-dotée, pourrait aussi se doter en fait d'outils pour essayer d'aller regarder quelles sont les phases, encore une fois, comme l'a fait vraiment à quelques exceptions, hein, dans l'histoire française, notamment sur le papier dont je vous ai parlé tout à l'heure de Michael Henry et de ses collègues de l'INRAE, qui ont montré, contrairement à ce qui avait été dit jusque-là, qu'il y avait bien un effet à faible dose, hein, sur la mortalité des abeilles, qui n'était pas là où on l'attendait, c'est-à-dire une mortalité directe, mais qui était sur un effet de désorientation, en fait. Et donc, du coup, la science académique a été capable de faire ça. Donc, pour résumer, redoter les agences d'une capacité d'investigation propre. La recherche académique, moi, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse puisque j'y appartiens, doit être aussi redotée avec beaucoup plus d'indépendance, etc. Et on arrivera, sur ce seul débat scientifique, à avoir beaucoup plus de choses et prendre plus conscience, en fait, des limites de la science réglementaire. Néanmoins, je terminerai en disant qu'encore une fois, on ne peut pas tout attendre de la science. Quand on dit la science, ça ne veut rien dire là aussi. Ce terme générique ne veut rien dire. Il y a des sciences qui s'exposent à un certain nombre de limites, qui vont se disputer entre elles, avoir des formes de controverses, mais effectivement, moi, ça me semble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, totalement salutaire de pouvoir réinterroger en fait un certain nombre de postulats au prisme de débats contradictoires, scientifiques y compris. Bah écoutez, on va voir jusqu'où on arrive à aller avec nos actions juridiques et notre campagne. Et on espère que ça ira le plus loin possible parce que disons que là, on en a bien besoin quand même à ce stade, quoi. Là, c'est clair que si on pouvait ouvrir beaucoup plus les dossiers d'homologation, ça serait. Mais là, on est soumis au secret industriel. Et ce secret-là est encore de beaux jours devant lui. Mais il y a autre chose quand même qui est très intéressant, c'est justement cette question des méthodes utilisées en fait et finalement et du cadre de la toxicologie réglementaire. Vous avez évoqué le culte de la DL50 en fait ce qu'il faut c'est la validation, la légitimation d'autres méthodologies qui prennent en compte. Alors ça évolue un peu, notamment sur les méthodes d'exposition. Il y a des modèles de simulation avec des faibles doses qui sont un petit peu plus complexes, les DL50, mais dans quelle mesure justement ces modèles évoluent et tout, c'est pas si évident de savoir comment ils sont utilisés, sur quoi, sur quel compartiment, effectivement. Mais il y a des nouveaux modèles de simulation qui essaient de complexifier un petit peu ces effets doses. Mais là, encore une fois, c'est plus des questions que je pose, c'est de savoir dans quelle mesure ils tiennent compte justement de données épidémiologiques, hein, comme le dit mon collègue Jean-Noël Jouzel, et comment ces données épidémiologiques sont réintroduites dans les modèles d'exposition. Ça, il y a un gros point d'interrogation autour de ça. Ouais, puis après, comme vous dites, comme on en a parlé, il y a les choix de société, en fait. À savoir qu'à un moment donné, on peut s'enterrer dans des controverses scientifiques autant qu'on veut. En fait, à un moment donné, il y a des choix politiques à faire et une manière d'organiser les choses et des postulats de base qui sont des postulats politiques à réinterroger, à savoir à quel point est-ce qu'il faut en fait, évidemment, le postulat d'une asso écolo comme la nôtre, ça va être de se débarrasser des pesticides. En fait, ça reste quand même le meilleur moyen de s'y prendre, quoi. Bon, ouais, moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on va pas se débarrasser des pesticides du jour au lendemain. Mais en tout cas, se débarrasser d'une partie, et notamment en premier lieu des CMR,
ça serait déjà, qui ont déjà subi un bon toilettage, hein. Mais aller encore un petit peu plus loin, regarder les choses, mais justement sur un débat qui est plus ouvert, mais effectivement baisser drastiquement la pression des pesticides qui rentrent sur le marché, ce serait déjà. C'est surtout cette histoire de question là où il y a une volonté, il y a un chemin en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va pas se débarrasser des pesticides tout de suite, mais il y a une différence entre engager une démarche de long terme de laquelle on ne sortira pas politiquement et faire ce choix de société-là et ensuite, c'est ce qui va permettre de franchir les difficultés les unes après les autres et pas de retourner, de réautoriser les nicotines par dérogation dès lors que des pucerons sont de retour sur des betteraves au premier problème, en fait, finalement. Donc, c'est aussi Là aussi, on culture à revient construire, quoi. tout à fait, mais là aussi, on revient au problème systémique, hein. Si on veut se débarrasser des nicotinoïdes, il faut le faire déjà au niveau européen. Comme ça, tous les producteurs joueront avec les mêmes règles du jeu déjà en Europe. Ensuite, après, imposer des clauses miroirs qui fonctionnent, c'est-à-dire de dire interdire l'importation de produits qui utilisent les néonicotinoïdes. Mais là encore, vous ouvrez le vaste champ en fait des échanges internationaux et des conventions libérales. Donc vous voyez en fait comment ce problème des pesticides qui semble assez simple est en fait un problème à tiroir qui remonte jusque en fait dans la politique internationale française. C'est pour ça qu'en fait, au final, nous, on a décidé de mettre Europe, de prendre le problème institutionnellement, d'envisager le problème au même niveau. C'est-à-dire qu'on parle à l'UE, on parle à la France, on parle aux États membres, et en fait, tout ça, c'est les institutions, quoi. Alors, évidemment, il y a des choses à tiroir dans l'opérationnel, ça implique des choses différentes, mais dans notre principe de base de campagne, c'est les pouvoirs publics. Parce que sinon, effectivement, on se retrouve à devoir regarder les renvois de balles et compter les points, en fait. Ça, ça ne sert à rien. Exactement, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, de ce que je décris dans le livre, en fait, un mécanisme très fort du déni, c'est la dilution de la responsabilité. C'est-à-dire, comme le problème est à tiroir, tout le monde se renvoie la balle sans jamais, en fait, l'attraper, finalement. Et donc, du coup, effectivement, il faut trouver la manière de tirer le fil de ses responsabilités et de dire, moi, par exemple, je pense qu'effectivement, mais la France essaie de se battre là-dessus, de dire interdiction des néonicotinoïdes au niveau européen, hein. Mais là, il va falloir, là, on retrouve, mais ça serait déjà une avancée importante qui soulagerait une partie des producteurs, hein. Notre approche, elle a consisté en fait à mettre chaque acteur devant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'au moment où l'ANSES nous dit, mais oui, mais ça se décide au niveau européen, et ben on leur dit d'accord, mais très bien, on ira leur parler. Mais en fait, déjà, vous devez faire quoi? Et est-ce que vous faites ce que vous devez faire là sur le papier? Et pareil à l'Europe, hein, quand l'EFSA nous dit, bah oui, c'est les États qui autorisent les produits. Ok, d'accord, mais vous devez quand même vous devez quand même étudier au moins un produit. Est-ce que vous le faites? Bah non, en fait. Donc, et en fait, nous, c'est comme ça qu'on arrive à éviter ce renvoi de balle. C'est en mettant chaque acteur devant ses responsabilités propres, quoi, au final. Et justement, de reconnaître que le problème, il est emboîté, en fait. Et effectivement, de jouer sur toutes les boîtes à la fois. Non, effectivement. Bon, bah écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me Merci à vous. répondre. Et puis, bah, bonne continuation dans vos travaux. Ben, merci.